Je m'appelle Dominique Deplanque, je suis professeur de pharmacologie médicale à la faculté de médecine de Lille. Je suis aussi médecin et je dirige le centre d'investigation clinique du centre hospitalier universitaire de Lille, un service entièrement dédié à la recherche. Alors aujourd'hui, nous allons changer un peu le questionnement et nous éloigner peut-être aussi un peu de la Covid-19 pour nous intéresser de manière un peu plus large aux essais thérapeutiques et à la mise sur le marché des médicaments. Alors, on verra que cette mise sur le marché est le fruit d'un long chemin et avant d'expliquer pourquoi il est nécessaire de faire des essais randomisés, il faut revenir sur des éléments assez simples. Premièrement, nous avons tous, en tout cas une large partie de la population, a une irrésistible envie de croire aux potions. Ça ne date pas d'aujourd'hui, cette crise l'a peut-être mis en exergue dans le contexte de peur et d'anxiété qui règne, mais cela est très ancien et sur les marchés, sur les places, il y a toujours quelqu'un pour nous vendre une potion efficace contre tout, et nous sommes tous prêts à le croire, mais un médicament, ce n'est pas ça. Mettre sur le marché un médicament, c'est le fruit d'un long parcours, d'un long processus, qui débute bien souvent à l'échelon de la découverte d'une ou de plusieurs molécules, avec un investissement à la fois des chimistes, mais aussi d'un tas d'autres métiers qui permettent de déterminer l'activité pharmacologique d'une substance naturelle ou de synthèse. Mais à partir de quelques substances, il va falloir détecter celle qui a le pouvoir éventuellement de devenir un médicament. Et c'est d'abord chez l'animal qu'on mettra en évidence son efficacité, voire certains effets indésirables ou certains risques qui d'emblée écarteront un grand nombre de molécules qui ne seront pas retenues et qui n'auront jamais jusqu'à la phase d'expérimentation clinique. Cette phase d'expérimentation clinique, elle se décline au fil du temps en phase 1, phase 2, phase 3, et chacune de ces phases a un objet particulier. La phase 1, notamment, c'est plutôt de déterminer des éléments de sécurité et d'écarter rapidement les médicaments ou futurs candidats médicaments qui auraient des effets indésirables trop sévères. La phase 2, c'est celle qui va permettre, déjà sur une population de malades, le plus souvent, de déterminer finalement la dose à employer pour espérer avoir un effet thérapeutique. Et l'effet thérapeutique lui-même, l'efficacité clinique, sera déterminée dans des études plus larges, dites de phase 3, où un plus grand nombre de personnes malades seront inclus et recevront notamment le nouveau médicament. Et ça n'est qu'à l'issue de ce long processus, qui peut prendre plus de 10 ans, qu'une autorisation de mise sur le marché sera discutée. Et comme nous le verrons tout à l'heure, l'avis du médicament ne s'arrêtera pas et l'évaluation du médicament ne s'arrêtera pas à cette étape. Il y aura ensuite une surveillance des effets indésirables à travers notamment des études de phase 4. Alors vous me direz, ne peut-on aller plus vite? Eh bien, comme le suggère ce personnage, il est en effet possible parfois d'aller plus vite, notamment en repositionnant des médicaments bien connus dans diverses indications et qui, le cas échéant, pourraient éventuellement avoir un effet favorable dans une nouvelle indication. Alors on se passe, le plus souvent dans ce cadre-là, d'analyse d'effets sur divers systèmes cellulaires ou in vitro, encore que cela puisse être tout de même nécessaire, et on peut surtout s'affranchir notamment des phases 1, puisque la sécurité d'emploi des anciens médicaments est le plus souvent bien connue. Alors bien entendu, cela ne signifie pas d'emblée que ce soit gagné et que le médicament ancien dans une nouvelle indication puisse effectivement être efficace. Et c'est pour cette raison que, quel que soit le contexte, il est nécessaire de mettre en place des essais cliniques bien conduits. Alors pourquoi faire notamment des essais comparatifs et randomisés? Eh bien, c'est le modèle principal, pour ne pas dire le seul, mais en tout cas le principal, qui permettent d'apporter la preuve scientifique
de l'efficacité non pas seulement sur des modèles cellulaires ou des animaux, mais en clinique chez l'homme, de l'efficacité d'un médicament, d'un nouveau traitement. Cette étape d'essai randomisé comparatif, c'est en fait la possibilité de confronter les hypothèses théoriques à la réalité et en allant bien au-delà de la simple observation qui, on le verra dans un instant, n'est pas suffisante. Et puis enfin, c'est surtout un moyen, un très bon moyen, de s'éviter les éventuelles catastrophes, de la prescription en dehors d'essais bien conduits, de nouveaux médicaments ou de médicaments dans une nouvelle indication. Et dans la littérature médicale, les exemples sont très nombreux. Je vais prendre l'un des plus caricaturaux et qui est très connu en médecine, qui est celui des antiarythmiques à la phase précoce de l'infarctus du myocarde. Pendant des années, ces médicaments ont été prescrits sur une hypothèse théorique et sur des éléments électrocardiographiques qui montraient, semble-t-il, le fait que ces médicaments antiarythmiques permettaient de réduire une forme particulière d'arythmie qui est effectivement observée au décours de l'infarctus du myocarde. Et puis, le temps passant, il a été nécessaire d'évaluer plus finement le bénéfice de ce traitement, d'autant plus que le nombre de médicaments à mettre en œuvre au décours de l'infarctus augmentait. Et donc, une étude a été réalisée qui s'appelait l'étude CAST, et dont on voit ici le principal résultat, où finalement, les patients qui recevaient le traitement antiarythmique au décours de l'infarctus avaient une probabilité de décéder 2 fois supérieure à celle des patients qui recevaient le placebo. Et donc finalement, cet essai conduit dans les meilleures conditions et interrompu prématurément compte tenu de ce surrisque de décès, a montré que la théorie et certains critères intermédiaires, notamment ici électrocardiographiques, pouvaient être mis à défaut dans un essai, a montré par ailleurs que le fait d'être dans un groupe placebo n'était pas nécessairement une perte de chance, et surtout, à rétro, le calcul du nombre de sujets soumis à ces traitements pendant des décennies parfois a montré qu'un grand nombre de personnes probablement étaient décédées, non pas des complications de leur infarctus, mais simplement d'avoir consommé ce médicament. Donc, l'observation et l'habitude, la théorie ne sont pas suffisantes à développer la mise sur le marché d'un médicament. Alors, l'observation notamment est loin d'être suffisante. Et ici, je vais prendre un exemple tout à fait fictif et caricatural. Vous avez ces deux personnages qui présentent à l'évidence un état d'hypertrichose très sévère, que vous reconnaîtrez sans doute comme des héros de la littérature, de la bande dessinée. Eh bien, le médecin confronté à cet état d'hypertrichose très sévère va proposer un traitement. Et quelques jours plus tard, ces deux personnages sont guéris. Mais cette guérison est-elle liée réellement au traitement? En effet, ne s'agit-il pas simplement de l'évolution naturelle de leurs symptômes? Ne s'agit-il pas éventuellement de l'effet placebo? Et je profite de rappeler ici que dans tout acte de soin, il y a une partie de l'effet de l'acte de soin qui est de l'effet placebo. Le fait d'espérer en la guérison concourt à amener la guérison. Et puis enfin, il y a le hasard. Le hasard peut faire qu'il y ait coïncidence entre la prise d'un médicament et la disparition des symptômes de ces personnages. Finalement, les essais randomisés comparatifs vont reposer sur 3 conditions qui sont absolument déterminantes. La comparaison, c'est elle qui permet de distinguer l'effet du traitement de celui de l'évolution naturelle de la maladie ou encore de l'effet placebo. L'existence d'une significativité sur le plan statistique, qui permet d'affirmer que la différence qui est observée est bien réelle. Et enfin, la causalité, parce que corrélation ne veut pas forcément dire causalité. Et pour démontrer cette causalité, il faut en fait se mettre en situation de pouvoir imputer une différence observée dans un essai au fait qu'il y avait consommation d'un traitement particulier. Et pour ce faire, il est nécessaire à la partie initiale de tirer au sort, on parle de randomisation, et cette randomisation permet d'assurer la comparabilité initiale entre les 2 groupes, par exemple, de patients qui vont recevoir ou pas le nouveau traitement. Et enfin, le double insu, que l'on dit aussi double aveugle, c'est-à-dire ni le médecin ni le patient ne savent ce qui est pris comme médicament, et ce double insu permet d'assurer le maintien tout au long de l'essai
de la comparabilité, et ainsi, à la fin, s'il y a une différence, celle-ci est nécessairement imputable au traitement testé. Alors, tout ça ne se fait pas au hasard, tout ça ne se fait pas en quelques minutes ou en quelques heures, c'est le fruit d'un long travail, c'est un protocole à rédiger sur la base d'une question médicale qui est une question médicale pertinente pour la maladie des patients, un objectif unique, une question, et on va mettre tout en œuvre pour pouvoir répondre à cette question dans les meilleures conditions. C'est la mise en œuvre d'un plan expérimental qui va être adapté à la question posée, alors bien sûr, en double aveugle, en général, un essai randomisé à 2 bras, c'est-à-dire les patients sont séparés en 2 groupes, reçoivent ou non le traitement à l'étude et seront analysés au fil du temps. Et cela permet d'assurer la clarté des résultats. C'est des modalités particulières de sélection des patients, et ces modalités de sélection sont un compromis entre la représentativité des patients par rapport à l'ensemble des patients qui ont la maladie, mais aussi d'assurer une certaine homogénéité pour faciliter le travail des statistiques. Et en général, dans les essais, eh bien, les patients présentent une maladie et on essaie de faire en sorte qu'ils ne présentent pas trop d'autres maladies, non plus qu'ils ne prennent d'autres médicaments. C'est le choix d'un comparateur qui soit le plus pertinent possible, un placebo lorsqu'il n'y a aucun traitement, éventuellement un traitement de référence lorsqu'il y a déjà d'autres médicaments pour la maladie à laquelle on s'intéresse. C'est le choix d'un critère d'évaluation dit principal, qui est cliniquement pertinent, c'est-à-dire qui répond réellement à la question médicale qui est posée, et ce critère doit être aussi reproductible pour être incontestable. C'est éventuellement la définition de critères secondaires qui, comme leur nom l'indique, n'ont pas un intérêt principal au résultat de l'essai, mais vont apporter des éléments de réponse complémentaires sur la question scientifique et médicale qui est posée. Et puis, ça peut paraître étrange, mais avant de faire l'essai, il faut calculer le nombre de sujets qui sont nécessaires à démontrer l'effet du traitement. Donc ça, c'est un travail de statistique. Et il faut aussi, surtout, définir le futur plan d'analyse statistique de l'ensemble des résultats de l'essai. Bien entendu, tout ça est soumis à l'avis des autorités. En France, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, et un comité de protection des personnes qui donneront leur avis favorable à la conduite d'un essai. La différence notable au cours de cette crise liée à la pandémie de Covid, c'est que les autorités ont pris des décisions dans des délais beaucoup plus courts qu'ils ne le font habituellement. Ensuite, il faut mettre en œuvre l'essai. Mettre en œuvre l'essai, c'est le faire dans un lieu approprié. Alors bien sûr, ça peut être un lieu de soins conventionnel, à l'hôpital, voire même en ville. De temps en temps, notamment pour les phases plus précoces, phase 2 et surtout les phases 1, il faut que ce soit fait dans un lieu autorisé spécifique, par exemple le service sous ma responsabilité, le centre d'investigation clinique du CHU de Lille. Il faut un investigateur médecin qui soit compétent dans le domaine, il faut surtout qu'il soit entouré d'une équipe, on ne fait pas un essai tout seul. Les participants seront accueillis, informés, on va recueillir leur consentement, valider le respect des critères d'inclusion, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont les caractéristiques attendues de la pathologie étudiée, les critères de non-inclusion, c'est-à-dire est-ce qu'ils ne sont pas porteurs d'autres pathologies ou ne reçoivent pas d'autres traitements qui pourraient être contre-indiqués. Et puis on effectuera la randomisation, l'attribution du traitement, et ensuite sera mis en place une prise en charge médicale standardisée, et que l'on soit dans le groupe du nouveau traitement ou que l'on soit dans le groupe comparateur, le suivi médical sera strictement le même. Évidemment, on sera attentif à suivre et à gérer les éventuels événements, voire effets indésirables. Et puis tout au long du parcours, comme c'est sur la figure ici en bas de la présentation, on aura un contrôle rigoureux du recueil des données, puisque ces données feront l'objet de l'analyse ultérieure. Alors cette analyse, qu'en est-il ? Eh bien l'analyse, ce qui est important de souligner, c'est qu'elle est planifiée à l'avance dans ses moindres détails, avant même de disposer de la base de données, pour éviter notamment les tricheries. L'évaluation doit tenir compte, par ailleurs, et en priorité, du groupe de traitement attribué initialement aux patients. En langage un peu complexe de spécialistes, on parle d'analyse en intention de traiter. On garde le patient dans le groupe du traitement qu'il était censé recevoir, même si, in fine, pour différentes raisons, celui-ci ne l'a pas reçu. Les analyses en sous-groupe, allaient regarder si c'est efficace chez les plus âgés, les plus jeunes, si c'est efficace en fonction de la présence ou non de tel ou tel facteur de risque.
peuvent être réalisés, mais avec grande prudence. Ils n'ont qu'une valeur indicative. Il va falloir tenir compte de contraintes statistiques, notamment liées aux comparaisons multiples. Quand on fait de multiples comparaisons, on augmente le risque de trouver une différence qui en fait n'existe pas. Et aujourd'hui, on a même parfois des stratégies hiérarchisées qui, critère après critère, définissent la possibilité ou non d'aller plus loin dans l'analyse. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si c'est efficace pour le patient contre sa maladie, et donc il faut s'assurer de la pertinence médicale de l'effet qui est mesuré. Et enfin, on va regarder, au regard de l'efficacité, la survenue éventuelle d'effets indésirables et faire le rapport entre le bénéfice du traitement et les risques encourus avec celui-ci. L'ensemble des données, souvent de plusieurs essais, vont ensuite être compilées dans un dossier qui va être soumis aux autorités. Alors aujourd'hui, l'autorité principale est européenne, un peu moins française, sauf dans des cas particuliers. Toujours est-il que ce qui va être examiné dans ces dossiers, qui réunissent souvent de multiples études cliniques et des données expérimentales qui ont été réalisées en amont de ces essais, eh bien, c'est de s'assurer de la qualité de fabrication des produits, de s'assurer de la sécurité des produits en examinant attentivement les effets indésirables qui ont été rapportés dans les essais, et puis, évidemment, d'examiner les modalités de mesure de l'efficacité et la pertinence médicale de l'effet en question. Tout ça va conduire à la mise sur le marché du produit, en tenant compte évidemment du rapport entre le bénéfice et le risque, et on n'aura pas le même niveau de décision. Si on s'intéresse à un traitement du rhume pour lequel on sera probablement très exigeant en termes d'absence d'effets indésirables, versus un traitement du cancer, notamment si c'est un traitement qui serait efficace dans des cancers en phase terminale, où sans doute les autorités sont un peu moins regardantes sur le niveau des effets indésirables. Mais ça n'est pas fini. Après cette mise sur le marché, après que le médicament soit distribué, prescrit par les médecins à une population souvent beaucoup plus large, il faut rester vigilant et l'évaluation continue. Il y a plusieurs raisons pour rester vigilant. Après cette mise sur le marché, finalement, la population qui va recevoir le médicament peut être un peu différente de celle qui était dans les essais. Notamment parce que cette fois, les patients qui ont une pathologie associée ou qui ont des traitements associés vont pouvoir bénéficier du traitement. Il faut donc regarder que tout se passe dans les meilleures conditions. Et puis enfin, dans bon nombre de cas, les essais ne permettent pas de détecter les effets indésirables rares. Ce n'est pas qu'on cache quoi que ce soit, c'est simplement un problème de statistique et de probabilité. S'il y a un nombre relativement restreint de patients qui reçoivent un nouveau traitement dans un essai, la probabilité de détecter un événement rare, par exemple inférieur à 1000, voire inférieur à 10 000, est quasiment nulle. Et donc, ça n'est que l'observation dans la population plus large des patients traités qui permettra de détecter ces effets indésirables rares qui, malheureusement, il faut le dire, sont assez régulièrement aussi des effets indésirables graves. Alors, parmi les approches en termes de surveillance, des études spécifiques, dites de phase 4, qui vont être développées. Et aujourd'hui, le plus souvent, au décours de la mise sur le marché, il y a des plans de gestion de risque intégrant ce type d'études qui sont mis en œuvre. C'est la mise en œuvre d'études de pharmacoépidémiologie. On va les regarder dans de grandes bases de données nationales ou internationales, comment se comportent finalement les patients après avoir reçu tel ou tel nouveau médicament. Est-ce qu'il y a plus d'hospitalisation? Est-ce qu'il y a l'émergence d'un signal relatif à un effet indésirable particulier? Et puis, il ne faut surtout pas négliger l'importance de la notification des effets indésirables auprès, en France, des centres de pharmacovigilance, que cette notification soit faite par les médecins spécialistes ou médecins traitants, voire qu'elle soit faite directement par les patients. Et là, nous sommes tous concernés. Que conclure? Et notamment au regard, cette fois-ci, de la crise actuelle. Eh bien, un certain nombre d'excès ou de carences peut-être se sont fait jour ces derniers mois au regard de l'évaluation des médicaments, ce qui a conduit à de nombreuses expressions dans la presse, et je ne retiendrai que celle-ci par des recteurs de recherche du CNRS qui mettent en avant que la méthode scientifique n'est pas soluble dans l'urgence et ne doit pas disparaître totalement dans l'urgence. De manière pragmatique, en matière de médicaments, qu'en est-il? Eh bien, la mise au point d'un médicament nécessite forcément du temps
et de l'expertise. Même si pour diverses raisons on peut être amené à essayer ou à réussir à raccourcir ce temps, il y a un temps minimum qui reste nécessaire. Deuxièmement, les essais comparatifs randomisés demeurent indispensables, quel que soit le contexte, et on a bien vu ces derniers mois que lorsqu'on partait sans essais randomisés, finalement, on se trouvait déçu et que les essais randomisés réalisés dans les meilleures conditions viennent souvent annuler les annonces qui ont été faites antérieurement. Troisième élément, le respect de cette méthode d'essais comparatifs randomisés constitue une très bonne, voire la meilleure assurance pour les patients, puisqu'en fait on aura testé dans les meilleures conditions possibles l'efficacité réelle d'un traitement, ses effets indésirables, un gage de sécurité pour tous, notamment pour ceux qui vont recevoir le traitement. Et puis enfin, rappeler que après la mise sur le marché, la vie du médicament et l'évaluation du médicament n'est pas terminée. Elle se poursuit notamment à travers la pharmacovigilance. Et en France, nous avons un réseau de centres de pharmacovigilance qui est très efficace et qui permet, depuis déjà de très nombreuses années, d'assurer la sécurité d'usage des médicaments. Gageons que cela continue. Merci à tous.